encore, ou pas? Tout le monde a le livre? Parce qu'il en reste là, pour ceux qui n'en auraient pas. Bon, si tout le monde l'a, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le séminaire, le livre 11 de Jacques Lacan, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Voilà. Et donc, qui date de 1964. Je vous avais dit, j'ai fait une erreur la dernière fois, je vous avais dit que Lacan, à cette époque-là, était à la Sorbonne. En fait, il n'était pas encore arrivé à la Sorbonne. Voilà. Il n'était pas encore arrivé à la Sorbonne, il était à ce moment-là encore à Normal Sup, Normal Supérieur, rue d'Ulm. Il était encore, je me suis trompé. 1964, il était encore à Normal Sup, rue d'Ulm. C'est après qu'il est parti à la Sorbonne, plus tard, un peu 2 ou 3 ans après, je crois, je ne sais pas exactement. En tout cas là, c'est sûr, il était rue d'Ulm. Donc c'est un chapitre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un tableau? Alors à chaque fois, on vous dit que les chapitres, c'est vrai, on vous dit à chaque fois, les chapitres sont difficiles. Celui-ci, il est effroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser. C'est l'épouvante. Et il faut que vous fassiez un effort, je dirais, transcendantal pour que vous puissiez vous-même vous expliquer certaines choses, parce que je ne peux pas tout transmettre d'un chapitre comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Parce que moi-même, j'ai eu certaines difficultés dans ce chapitre. Pourtant, j'ai l'habitude, je travaille Lacan depuis 40 ans, mais pour autant, il y a des choses qui sont pas si claires que ça, et je pense qu'elles n'étaient pas, peut-être pas éclaircies pour Lacan lui-même, ou pas totalement abouties pour Lacan lui-même. Dans ce chapitre-là, sur la question de qu'est-ce qu'un tableau et la question du regard surtout. Hein. Alors pour le percevoir, bien sûr, il faut faire un effort. Il y a un effort à faire, il faut aller vers le texte de Lacan. Vous avez tous le bouquin, donc il faut aller vers le texte. Et avec le texte, ça donnera de la chair, comme disait Merleau-Ponty, ça donnera de la chair à ce qui est dit, et ça vous aidera à enrober votre compréhension, qui peut être différente de la compréhension de quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez avoir une approche de qu'est-ce qu'un tableau qui ne sera pas celle de votre voisin, ou pas exactement la même. Surtout sur la question du regard. La question du regard est une question tellement complexe que c'est quelque chose de ressenti. C'est quelque chose de l'ordre de la synesthésie, comme on dit en médecine, si vous voulez, quelque chose de très interne, intérieur. Et donc, on peut facilement se perdre là-dedans, quoi. Hein. Après, c'est pas une catastrophe que tout ne soit pas compris. Hein. Lacan, il disait toujours aux gens, il avait une phrase étrange. Hein, il disait, il est urgent de ne pas comprendre. Il est urgent de ne pas comprendre. Parce que il reprochait à son auditoire de vouloir toujours comprendre. Et à la fin, il leur disait, mais vous m'emmerdez, c'est pas le problème. Il est urgent de ne pas comprendre. Et il rajoutait, arrêtez de ramasser des pommes sous le pommier. Arrêtez de ramasser les pommes sous le pommier. Parce que il voulait justement que les gens travaillent, et puis parce que pour lui, ça n'allait pas de soi, c'était pas du domaine de ce qu'il appelait la comprenette. Tout n'était pas du domaine de la comprenette. Hein. Il y avait des choses il y a des choses qui sont plus distanciées et qui sont pas du domaine d'une logique habituelle, si vous voulez, quotidienne, qui nous est familière. Des fois, ça déborde un peu dans des zones un peu obscures, pas obscurantistes, hein, obscures, marginales. D'ailleurs, il en parle hein, de la marge là. Et donc, voilà, dans ce chapitre-là, c'est particulièrement vrai. Hein, là, franchement, il faut s'accrocher. Hein. Alors, il y a une phrase qui est à la fin du chapitre, pas tout à fait à la fin, mais et je vais vous l'écrire au tableau parce que j'ai trouvé, ça m'est venu comme ça hier en relisant mon petit texte. Je me suis dit, ben, cette phrase-là, elle résume un petit peu tout le chapitre. Donc, je vais vous l'écrire au tableau. Comme ça, elle sera là comme un tableau, justement. Hein. Alors, le spectateur a un regard désirant. Voilà, ça c'est très important. A un regard
désirant. Je vais souligner le terme désirant parce qu'il est clé. Un regard désirant qui devient un regard et on pourrait écrire regard avec un R majuscule qui devient un regard objet perdu, objet perdu, qui nous échappe toujours. Voilà, c'est la phrase. Alors, elle vous apparaît pas peut-être très claire là, mais peut-être qu'elle va s'éclaircir avec ce que je vais vous raconter, qui nous échappe toujours. Voilà, phrase. Et elle est page, pour vous la situer, elle est page 130 cette phrase, de votre petit bouquin, cette phrase-là. Elle est page 130. Je l'avais annotée parce qu'elle m'a semblé être une espèce de métonymie, hein, c'est-à-dire une contraction, si vous voulez, sémantique du texte dans sa globalité. Et j'étais content de la trouver parce que je me disais, mais ce chapitre-là, comment l'expliquer? Il est tellement complexe que. Donc on va le faire on va le faire dans l'ordre, hein, et pas dans le désordre. Et donc on va commencer à la page 120, puisque c'est page 120 qui se trouve, hein, que ça débute. Ça va de la page 120 à la page 135, et c'est daté du 11 mars 1964, à l'école normale supérieure. Donc, alors il dit tout de suite quelque chose, tout de suite ça devient compliqué, hein, parce qu'il dit l'objet A dans le champ du visible, c'est le regard, qui manque à sa place, moins phi. Il dit ça, page 120. L'objet A dans le champ du visible, c'est le regard. Donc déjà là, on a du tourment, hein, quand même. Hein. Alors vous avez un petit schéma que je vous ai fait, parce que dans le bouquin, vous avez pu remarquer qu'à la page, je ne sais plus laquelle page, il y a un schéma avec des triangles. Et le schéma avec les triangles, je trouve qu'il est trop compliqué. Moi, il m'a agacé, ce schéma-là. Il est trop compliqué, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aplati comme une crêpe. Je l'ai aplati comme une crêpe pour qu'il soit plus compréhensible, et ça ne dénature pas du tout. Hein. Il est page 121, le schéma avec les triangles. Les triangles n'indiquent qu'une chose, hein, c'est que dans un tableau, comme dans la vie, il y a du visible et de l'invisible, d'accord? Donc, et on a l'habitude de penser que c'est deux choses très distinctes, le visible et l'invisible. Ben pour Lacan, comme pour Merleau-Ponty, ce ne sont pas des choses distinctes, ce sont des choses qui sont entrelacées, strictement entrelacées, le visible et l'invisible. Et c'est ce que Merleau-Ponty appelle la chair. Pourquoi est-ce qu'il appelle ça la chair, C-H-A-I-R? Parce que il dit cette rencontre entre l'invisible et le visible, elle est incarnée. Elle est incarnée. Elle est en nous, si vous voulez. Et il dit, il n'y a pas de topologie exacte de ça. On peut pas dire c'est où, c'est à tel endroit, etc. Non, c'est incarné de manière substantielle en nous-mêmes. Et c'est pas de la physiologie, c'est pas de l'optique, c'est pas, c'est une représentation transcendante un peu, hein, intellectuelle, que vous pouvez absorber par vous-même pour comprendre qu'ils sont intriqués, voilà, qu'ils sont entrelacés. Parce que pourquoi est-ce qu'il fait cette distinction-là, Lacan, avec Merleau-Ponty Eh bien parce que, si vous voulez, si on part de la philosophie classique, kantienne ou Descartes, il y a des distinguos très clairs. Chez Descartes, vous savez, vous vous rappelez, c'est je pense, le cogito, hein, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Donc là, il y a un distinguo très clair, il y a un premier jeu et un deuxième jeu. Alors, donc du coup là, il y a effectivement une partition très nette, hein,
entre une première identité du sujet qui crée sa conscience. Alors du coup, le jeu qui crée la conscience dans le deuxième jeu, on ne sait pas trop ce qu'il est. Hein. On peut mettre un point d'interrogation au-dessus. Hein. C'est Lacan lui-même qui disait à propos de ce premier jeu de Descartes, il disait, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu instable, mal défini, au contour imprécis, ce premier jeu-là. Et donc, Merleau-Ponty et Lacan, eh bien, si vous voulez, ils rassemblent. Alors déjà, vous savez très bien ce que Lacan disait par rapport à « je pense, donc je suis ». Il disait « c'est pas possible puisque le sujet ne peut pas se créer lui-même ». Hein, voilà, il disait ça. Le sujet ne peut pas se créer lui-même. Le premier jeu ne peut pas créer le deuxième jeu parce que s'il le faisait, eh bien, ce serait quelque chose d'ordre divin. Or, l'homme n'est pas un dieu, donc il ne peut pas créer, il ne peut pas se créer lui-même. C'est pas possible. Et donc, ce clivage-là, il ne convient pas à Jacques Lacan ni à Merleau-Ponty, et donc c'est là qu'ils mettent la chair, justement. Hein. Ils disent, en fait, c'est entrelacé tout ça. C'est entrelacé, il y a un entrelac. Un entrelac qu'on ne perçoit pas, mais on est sûr qu'il y a un entrelac. Voilà, c'est ça. Faire un distinguo, si vous voulez, ça leur allait pas ni à l'un ni à l'autre, parce que ça voulait dire qu'on savait bien ce que c'était qu'un sujet. Hein. Si vous faites un distinguo, c'est que vous êtes sûr de savoir ce que c'est qu'un sujet. Hein. Si vous dites, je regarde un tableau, eh ben, parce que le titre, c'est qu'est-ce qu'un tableau? Je regarde un tableau, c'est vous qui regardez un tableau, vous êtes un sujet bien établi, vous savez parfaitement quels sont vos contours à vous, et vous savez parfaitement quels sont les contours du tableau. Eh ben ça, non, c'est pas possible, justement. Hein. Déjà, vous savez, définir le jeu, définir le premier jeu, c'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moi? Est-ce que c'est un autre? Ou est-ce que c'est un jeu instable? C'est un jeu qui s'essaye. Là, en tout cas, dans la phrase de Descartes, c'est un jeu qui s'essaye à créer le deuxième jeu, à le produire, si vous voulez. C'est une production pour le deuxième jeu. Donc, en fait, la formule de Descartes, elle crée de l'existence, si vous voulez. Elle donne vie. Elle donne vie à la deuxième partition de la phrase, à la conscience. Elle amène la conscience sur la scène du monde, ce qui n'est pas possible. On n'a pas, nous, cette possibilité, cette détermination à pouvoir amener par nous-mêmes notre propre conscience sur la scène du monde. Hein. Alors nous le faisons, mais nous le faisons de manière complètement inconsciente. C'est pas une démarche logique comme ça, parce que là c'est presque mathématique. Hein. Je pense, donc je suis. C'est commode, hein, c'est reposant d'une certaine façon, mais c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Ça ne veut pas dire que Lacan méprisait Descartes, pas du tout, hein, pas du tout, du tout, du tout. Il l'admirait même profondément pour beaucoup d'autres choses, pas pour ça. Mais il avait quand même une critique de fond par rapport à la philosophie, Lacan, et pourtant il les avait tous lus pratiquement. Hein. La philosophie, il la possédait de manière magistrale, Lacan. Il avait lu une quantité de livres phénoménales, et y compris les philosophes, pratiquement les philosophes de l'Antiquité, et puis les autres, les philosophes les plus récents. Voilà, il les avait lus, il les connaissait sur le bout du doigt, hein, comme peu de gens, à mon avis, les connaissent. Très très peu de gens, hein, parce qu'il y allait au fond des choses, lui, hein, franchement. Hein. Et donc il disait la petite, je sais pas si on peut appeler ça une critique, mais c'est une espèce de petit jugement ou une petite analyse. Il disait, il est embêtant quand même que les philosophes nous ramènent tout le temps à notre situation de sujet établi, quoi. Et ce qui n'est pas faux, hein. Parce qu'il n'y a pas que Descartes, hein. Chez Kant, il y a aussi une définition du sujet en regard de la conscience, comme chez Descartes. Comme chez Descartes. Chez Kant, vous avez ce qu'il appelle la conscience transcendantale. C'est la même que celle de Descartes. C'est la même, la conscience transcendantale de Kant. C'est le reproche qu'il leur fait, et le deuxième reproche qu'il leur fait aux philosophes, c'est de toujours vouloir chercher la cause des choses. La cause. Hein. Et ça, Lacan, non. Ça n'intéresse pas. Parce qu'il dit la cause, on peut remonter comme ça en arrière, indéfiniment, jusqu'à l'infini, on ne trouvera jamais la cause. Hein. C'est pas possible. Hein. Donc,
Alors, c'est pas pour ça qu'il a pas évité de nous donner des choses qui nous causent, qui nous propulsent sur la scène du monde, mais il dit pas que c'est la cause des causes. Il dit pas que c'est la cause pour toujours, la cause définitive, parce que ça, on ne peut pas l'appréhender. C'est pas possible. C'était un petit mot comme ça par rapport à Lacan et la philosophie. Bah, il y aurait beaucoup plus que ça à dire, bien entendu. Mais juste pour vous dire que ces deux petits aspects-là ne lui convenaient pas, et il le répète tout le temps, dans tous ses séminaires, il le dit ça. Hein. Mais les philosophes nous embêtent à vouloir toujours nous ramener à notre situation de sujet établi. C'est pas comme ça qu'on procède dans la psychanalyse, disait-il, quoi. Voilà. Parce que dans la psychanalyse, le sujet n'est pas établi. Le sujet est incertain. Et il le reste, y compris à la fin d'une cure. Il est peut-être un peu plus solide, un peu plus au fait de lui-même, mais son jeu n'est pas solidifié, n'est pas coagulé une fois pour toutes, cristallisé une fois pour toutes, de manière stable et définitive, hein, comme un cristal de roche. Non, ça marche pas comme ça. Donc ces triangles-là, vous embêtez pas avec ce schéma, ces triangles-là superposés, si vous voulez, sont la métaphore graphique du fait que eh bien, l'invisible et le visible se recouvrent. L'invisible et le visible se recouvrent tout le temps. Hein. L'invisible et le visible, dont parle beaucoup, c'est le titre du bouquin d'un des bouquins de Merleau-Ponty, justement, hein, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et c'est dans ce bouquin-là, Merleau-Ponty, Invisible et visible, qu'il parle de la chair, ou du chiasme. Il appelle ça aussi le chiasme. Le chiasme, c'est-à-dire c'est le point de rencontre, si vous voulez. Il y a un point de rencontre, il y a une espèce de nœud qui fait qu'il n'y a pas de partition nette, comme ça, dans la constitution du sujet notamment, entre autres, mais surtout entre le visible et l'invisible. Hein. Et Lacan rajoute même, c'est parce qu'il y a de l'invisible qu'il y a du visible. L'invisible crée le visible. L'invisible crée le visible. On va voir pourquoi, hein, dans le petit schéma que vous avez chopé là, où la plupart d'entre vous. Parce que, oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Le schéma avec les triangles que vous trouvez à la page 121, là, c'est ça, oui. 121, pour que vous le compreniez, donc je me répète, je l'ai aplati comme une crêpe pour qu'il soit beaucoup plus compréhensible, parce que sinon, et donc, aplati, il reste toujours tout à fait cohérent. Hein. Il reste attaché à la lettre, si je puis dire, à la lettre lacanienne. Il n'y a pas de trahison là-dedans à l'aplatir comme ça. Hein. Pas du tout. D'ailleurs, ça ressemble un peu, quand on l'aplatit comme ça ressemble un peu au stade du miroir. Mais ça a à voir avec le stade du miroir. Hein. Ça a à voir avec, hein, bien sûr. Hein. Donc, dans ce schéma-là, je vous en parle tout de suite maintenant là, hein, si vous l'avez tous normalement, hein, ou si vous l'avez pas, vous le partagez, vous le partagez entre vous. Oui. Ah, il y en a qui l'ont pas. Ouais. C'est dommage. J'en ai pas fait assez. J'en ferai d'autres pour la prochaine fois. Ça, vous l'aurez dans vos annales. J'en ferai d'autres pour la prochaine fois. Donc voilà, vous voyez que d'un côté, il y a un petit œil là. Alors c'est un dessin que les lacaniens puristes rejetteraient immédiatement, hein, en m'insultant, en disant comment vous pouvez faire un dessin comme ça, c'est une trahison, c'est scandaleux. Ça. Non, non, pas du tout. Hein, donc le petit regard là, celui-là, il l'accepterait. C'est l'œil, tout simplement, c'est l'œil. C'est la vision, c'est l'optique, c'est l'œil, hein, avec sa rétine, son iris, voilà, son cristallin et tout ça, et sa gelée à l'intérieur. Voilà, il est là, et c'est le sujet, hein, c'est l'œil du sujet, c'est l'œil du sujet. Et la barre que vous avez là, c'est le tableau. Parce que le titre du chapitre, c'est qu'est-ce qu'un tableau. Donc ben ça, c'est le tableau. Voilà. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est que à partir du moment où vous regardez un tableau de manière un petit peu, je dirais, enfiévrée, vous êtes, si vous allez, pensez à la Joconde. Il y a une espèce de folie furieuse autour du tableau de la Joconde au Louvre, hein, où les gens s'y précipitent, sont à moitié étouffés
pour la voir. Donc il y a quelque chose quand même qui les attire dans ce tableau-là. Il n'y a pas que ce tableau-là, mais enfin, c'est quand même le tableau qui attire, qui est le plus aimanté, je dirais, par rapport aux visiteurs. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi les gens veulent absolument le voir et pas en carte postale. Parce que au Louvre, vous pouvez aller au magasin du Louvre et puis vous pouvez acheter tous les posters que vous voulez de la Joconde. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent le voir, le tableau. Et non seulement ils veulent le voir, mais ils veulent le capturer. Comment? Avec les téléphones portables. Schlac, 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 schlac. Le capturer, hein, le capter. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent capter comme ça ce tableau et beaucoup d'autres tableaux ou des sculptures aussi. Je ne parle pas simplement que de la peinture, hein, aussi de la sculpture. Pourquoi? Eh bien parce que, si vous voulez, à partir du moment où ils rentrent dans ce tableau, on pourrait dire qu'ils y rentrent littéralement, hein, ils rentrent dans ce tableau en tant que sujet désirant, parce qu'ils désirent le voir. Le désir du sujet, là, il est extrêmement violent. Les gens qui sont devant la Joconde et qui sont en train de sautiller avec leur portable comme ça, ils sont à moitié fous. Ils sont à moitié fous au Louvre. Mais c'est vrai, hein, il y a même des gens qui font des malaises, hein, parce qu'ils sont tellement serrés comme des sardines. Bah, tout ça, ça va être réorganisé dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est y aller, c'est du sport, hein, pour voir la Joconde. Hein. C'est du sport, c'est sportif. Donc les gens ont un tel désir de voir ce tableau que dans ce tableau, d'une certaine façon, ils y rentrent. Ils y rentrent. Ils sont pris par le tableau, ils sont captés par le tableau. Et du coup, on peut aller jusqu'à dire, sans relier le texte lacanien, qu'ils sont dans le tableau. À force de désirer ce tableau, à ce point-là, et de vouloir le capter pour eux avec leur téléphone portable, pas avec le téléphone portable du voisin, ou pas avec une carte postale du magasin du Louvre. Non, 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 non. Leur captation à eux. Hein, pour leur intérieur à eux, si vous voulez. Ils vont l'intérioriser grâce à leur... Alors, ça va peut-être pas fonctionner, mais enfin bon, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc, ils sont bien des sujets désirants. Hein, ce que je veux dire. Là, le spectateur a un regard désirant. Hein, c'est bien ce que je vous avais dit là. Il a un regard désirant, et je dirais même fiévreux, hein, par rapport notamment à la Joconde. Hein, c'est vraiment, il y a une espèce de fébrilité là, à vouloir la capter, l'attraper, avec une grande déception, bien entendu, puisque qu'est-ce qu'il recherche, celui ou celle qui regarde la Joconde comme ça? Eh bien, il y a une recherche de complétude, parce que nous sommes des êtres structurellement incomplets. Incomplets. Ce n'est pas cruel de nous définir comme ça, parce que si nous sommes incomplets, c'est très bien parce que ça nous fait désirer. Ça nous fait désirer quoi? La complétude. La complétude. Ça nous fait désirer le fait d'être complet. Donc, ce n'est pas triste d'être incomplet. Et donc, en regardant un tableau très fort, comme celui de la Joconde, on cherche en elle, dans son regard à elle peut-être, ou dans le paysage aussi, qui est particulier, le paysage de la Joconde, hein, on cherche eh bien, la complétude. On recherche une hypothétique complétude, une espèce de satisfaction qui serait complète, si vous voulez. C'est ça, hein. Le regard vers un tableau, c'est pouvoir absorber une satisfaction d'ordre pleine, complète, complète. Ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas. Et donc le sujet, au bout du compte, il peut avoir cette illusion de la complétude, mais au bout d'un certain temps, c'est là qu'il va ressentir son manque, justement. C'est là qu'il va ressentir son manque. Tout est là. Tout est là. Alors, je vous refais le petit schéma comme ça au tableau. Voilà. Le petit œil ici, le sujet, l'écran. Et puis là, j'ai marqué A, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et puis moins phi. Voilà. Et puis ça, c'est le tableau ici. Hein. Donc, le sujet va regarder le tableau. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Vous vous souvenez, on a fait un chapitre la dernière fois qui s'appelait la skise de l'œil et du regard. C'est-à-dire le partage entre ce que c'est que la vision de l'œil et ce qu'on appelle le regard. C'est pas la même chose. Hein. Eh bien, cette division, elle se fait ici.
elle se fait là. La skise, elle se fait là. Je ne vous l'ai pas marqué sur le schéma, vous pouvez la rajouter. La skise, elle se fait là. Et Lacan, d'ailleurs, appelle ce point-là, il lui donne un nom, il appelle ça le point zéro. Le point zéro. Le sujet se décomplète, là, si vous voulez. Il se décomplète. Il se décomplète. Il se décomplète et du coup, il se décomplète en quoi? Il se décomplète en lui-même, d'une certaine façon, mais comme sujet barré. Et puis, il se décomplète en regard de l'objet A, c'est-à-dire l'objet qui nous manque et qui nous fait désirer. Je vous fais un petit rappel. Hein. Lacan appelle autre, avec un A majuscule, tout ce qui est nommé, égale tout ce qui est nommé. On appelle ça aussi l'ordre symbolique. Hein. D'accord? Je vous redis ça pour les gens qui ne sont pas habitués. Tout ce qui est nommé l'ordre symbolique. Et donc, cet autre-là, de tout ce qui est nommé, il est évident qu'on ne peut pas le posséder en entier. C'est impossible. Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez en vous tous les symboles de l'univers. C'est une impossibilité. Lacan, il n'en dit pas plus que ça. Hein. Il dit c'est impossible. Voilà, c'est tout. C'est impossible. Donc, l'autre est impossible. L'autre est impossible. Du coup, si l'autre est impossible, ça veut dire qu'il y a un morceau de l'autre que vous n'attrapez pas. Il y a un morceau de l'autre que vous n'attrapez pas et qui est perdu. Et ce morceau de l'autre que vous n'attrapez pas, bon, c'est un peu apocryphe que de dessiner ça comme ça, hein, iconoclaste. Hein. Là aussi, les lacaniens puristes n'aimeraient pas. Hein. Donc, cet autre-là qui manque, ce lambeau, eh bien, c'est l'objet petit a. Voilà, l'objet petit a. Et Lacan l'appelle l'objet qui cause le désir. D'accord? L'objet qui cause le désir. Ce n'est pas la finalité, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas l'objet de la finalité du désir. Ce n'est pas l'objet du désir. C'est l'objet qui cause le désir. L'objet qui cause le désir, c'est A. Et cet objet, eh bien, nous ne le voyons pas, mais il existe, il a une place. Et d'ailleurs, je l'ai mis, non, si, je l'ai pas mis là, non, mais je le mets. Si, il est là, voilà, il est là. Il a une place, mais à cette place-là, c'est là où c'est un peu tourmenté chez Lacan, et ça peut tourmenter beaucoup de gens. C'est qu'à cette place, mais il n'y est pas. Il est absent à sa place. Il a une place et c'est sa place à lui. Hein. Attention, l'objet petit a a une place, mais il n'y est pas. Parce que s'il y était, imaginez qu'il y soit à sa place. Ben à ce moment-là, vous le chopez et vous êtes dans la complétude. Votre désir est satisfait, puis vous mourrez parce que un désir totalement satisfait, ça n'est pas possible. Lacan disait dans une phrase qui est dans le séminaire Les Psychoses, il disait ceci: il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive au comble de ses vœux, car c'est cela précisément dont il ne voulait pas. Vous voyez? Je vous la répète, hein, parce qu'elle est une phrase quand même assez étonnante. Il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive soi-disant au comble de ses vœux, car c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Hein. Et donc, heureusement, finalement, qu'il y a un manque ici, et que l'autre, on ne peut pas l'attraper dans son entier, ce qui fait que eh bien, ça crée un petit a, et ce petit a, il a une place, et nous, on va passer toute notre vie à courir à ce petit a, après ce petit a, après cet objet perdu. Et courir après cet objet perdu, c'est quoi? Ben, c'est le désir. C'est le désir, tout simplement. Le rapport du sujet à cet objet, à la place, si vous voulez. La place où il devrait être, mais où il n'est pas, s'appelle moins phi chez Lacan, moins phi. Et le rapport du sujet à moins phi, c'est le désir. Après, vous pouvez très bien vous-même, si vous voulez, je dérive un peu par rapport au chapitre, mais c'est nécessaire pour le comprendre de toute façon. Si vous voulez vraiment avoir l'illusion, vous donner l'illusion à vous-même que l'objet petit a, vous l'avez, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez avoir des fétiches. Un fétiche, si vous avez un rapport de sujet à fétiche, peu importe le fétiche, hein, de sujet à fétiche, eh bien vous avez un rapport de S, du sujet S, avec un poinçon, il le dessine avec un poinçon comme ça, avec l'objet petit a, et ça s'appelle le fantasme. C'est le fantasme. C'est l'écriture lacanienne du fantasme, c'est ça. Lacan écrit le fantasme comme ça. C'est notre rapport avec l'objet petit a
que l'on espère pouvoir avoir, ou au moins un représentant de lui-même, sous l'objet, sous la forme du fétiche, par exemple, sous la forme du fétiche. Hein, vous voyez. Donc, c'est important de comprendre ça, parce que quand on a compris ça, le chapitre est beaucoup plus facile à comprendre. Si on n'a pas, si on connaît pas ça, le chapitre est incompréhensible. Voilà. Donc, on court tout le temps après un objet petit a, et comme il est désespérément absent, à sa place, il n'est pas là, on est bien triste, et qu'est-ce qu'on fait pour compenser un peu son absence? Eh bien, on se crée des fantasmes, tous. Hein. Ne pas avoir de fantasmes, c'est très malsain. Hein. Ne pas avoir de fantasmes, c'est parfaitement malsain. C'est, enfin malsain, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais ce n'est pas normal de ne pas avoir de fantasmes. À la limite, peut-être que les psychotiques, les schizophrènes n'ont pas de fantasmes. C'est possible, je ne sais pas. C'est possible. Mais il est nécessaire d'avoir des fantasmes. Parce que les fantasmes, le fantasme, c'est un mouvement désirant. Un mouvement désirant, et si on l'a pas, ben on est un peu, on est amorphe quant au désir, justement. Hein. On est dans une forme de mélancolie, hein, un désinvestissement triste, dépressif. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un petit rappel par rapport à ça, et notamment la perte de l'objet petit a, parce que l'autre en entier, l'autre des symboles, l'autre de l'univers, comme disait Lacan, on peut pas le posséder, on peut pas l'ingérer. Il est indigeste possible, parce qu'il est infini. Et nous n'avons pas des possibilités de captation infinies. Nous ne les avons pas. Donc, quand le sujet arrive ici, eh bien, il peut transformer le tableau, justement, en une sorte de fétiche. Là, je suis un peu trivial dans ce que je dis là, mais c'est pour vous aider à comprendre par rapport à ce que je viens de vous dire avant. En une sorte de fétiche, et il peut transformer le tableau en objet A, le sujet. Et donc, du coup, il a une forme d'accès par le tableau, grâce au tableau, il a une forme d'accès à l'objet A. Voilà. À l'objet A, au point que il est tellement captivé par cet objet petit a, que, eh bien, alors, vous avez dans le bouquin, vous avez 2 cercles concentriques qui sont dessinés comme ça à la page, je ne sais plus combien, un peu plus loin, je crois. Vous voyez 123, à la page 123, vous avez 2 petits cercles concentriques, et l'objet petit a, on peut le mettre là, et là, on peut mettre la réalité. Il ne le met pas dans le... Mais moi, je vous le mets, hein, la réalité. Donc, si vous êtes obnubilé par l'objet petit a, eh bien, Lacan dit, la réalité devient marginale. Elle devient floue, quoi, si vous voulez. La réalité devient marginale. Et c'est vrai que si vous êtes capté par le regard de la Joconde, par exemple, toute la réalité extérieure va devenir complètement marginale. Hein. Elle va être là, la réalité. Ça ne l'efface pas, la réalité. Ça ne l'oblitère pas, mais elle devient marginale, évanescente, marginale. Voilà. Donc, le sujet se décompose et il va vers l'objet petit a, en une sorte d'objet petit a, et puis, eh bien, ce qu'il va prendre à l'autre là, perdu, ça lui donne une sorte de masque au sujet. Le fait de regarder, si vous voulez, un tableau, ça va faire qu'on va s'intégrer par le désir, comme le dit la phrase que j'ai écrite là, on va s'intégrer dans le tableau, on va se mettre dans ce tableau, on va être tellement pris par lui qu'on va être capté par lui, on va être dedans, littéralement. Et donc, on va, ce n'est plus tout à fait nous-mêmes, hein, nous sommes transformés à partir du moment où nous sommes dans ce tableau. Et nous sommes captés dans ce tableau, nous sommes transformés, nous ne nous reconnaissons pas forcément bien dans cette vision-là, ça nous fait tourner un peu la tête, et donc c'est pour ça que Lacan dit, là on prend un masque. On prend un masque à partir du moment où on est dévoré par le tableau et qu'on est dedans, par le désir, on prend une sorte de masque. Et du coup, s'il y a un masque ici, ben ce masque, on pourrait dire qu'il a des yeux derrière lui, et donc il peut nous regarder,
Il peut nous regarder en regardant. Vous voyez? Vous comprenez? Le masque créé par le désir d'être dans le tableau peut nous regarder, puisque par définition, derrière un masque, il y a quelque chose. Et là, on peut voilà, par hypothèse assez certaine, dire que c'est les yeux du sujet, c'est sa vision. Eh bien, il peut se regarder lui-même. Il peut se regarder lui-même. Et donc, sans savoir, effectivement, ce qui le regarde. Lui, il ne sait pas parce que c'est masqué. C'est masqué. Et donc, c'est ça que Lacan appelle le regard. Le regard. Le regard, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défini, qui est derrière le masque et qui en fait représente d'une certaine façon toute la structure symbolique. Voilà, c'est là où c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est que nous sommes pris dans une structure de symboles, hein, nous sommes dans une chaîne symbolique, hein, c'est-à-dire que tout, il y a la Loire, là, il y a des arbres, il y a le ciel, il y a cette salle, il y a vous, il y a moi, etc. Il y a une myriade, et puis alors on peut étendre ça jusqu'aux confins de l'univers, en supposant que l'univers ait des confins, on ne le sait pas. Donc, et cette infinité de symboles, eh bien, on ne peut pas la capter. Mais justement, comme elle nous échappe, cette infinité de symboles, comme ça nous échappe vraiment, on se demande si cette infinité de symboles, cet univers qui nous échappe, mais qui est là, hein, est-ce que ça ne nous veut pas quelque chose? Est-ce que ça n'a pas un désir pour nous? Est-ce que ça n'aurait pas une action sur nous, si vous voulez, hein? Et c'est ça le regard, c'est ça le regard, tel que Lacan le définit dans ce chapitre-là, par rapport à la peinture, si vous voulez. Le regard, c'est la structure symbolique, tous les symboles qui nous environnent, qui nous environnent, qui nous environnent, qui nous environnent, sans qu'on sache comment ça se passe, comment c'est goupillé tout ça. Et on se dit, ça nous regarde, ça nous regarde. On dit bien quelquefois, un tel, eh ben, il est dans le ciel. On voit des gens quelquefois qui pointent le doigt vers le ciel comme ça pour désigner quelqu'un qu'ils ont perdu, par exemple, vous voyez, hein? Ben, ils désignent ça, ils désignent le grand autre, là, hein, ils désignent le grand autre, quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas. Mais ils en font l'hypothèse, une hypothèse qui est plutôt heureuse, enfin, c'est un rappel, un souvenir, je sais pas quoi, il est là-bas, elle est partie, elle est morte, elle est décédée, voilà, mais elle est dans le ciel. On peut dire ça, hein, les enfants le disent d'ailleurs, hein. On le dit souvent aux enfants, ça, hein. Quand on veut parler de la mort aux enfants, on leur en parle avec vérité, bien sûr, mais c'est une phrase qui se dit, elle est dans le ciel, quelque part. On ne sait pas où, quelque part dans le ciel. Et donc, ce ciel-là, entre guillemets, le ciel, hein, il ne s'agit pas forcément de la voûte céleste, eh bien, ce ciel-là, on ne peut pas ne pas se dire qu'il n'a pas un regard sur nous. Ça nous regarde. Il y a cette phrase, hein, quand on dit souvent ça, hein, dans le français classique. Ça nous regarde, ça nous regarde. Mais qu'est-ce qui nous regarde quand on dit ça nous regarde? Ah, ben c'est peut-être justement ça qui nous regarde, hein. Cet autre impossible, cet ordre symbolique de tout ce qui est nommé, nous regarde. C'est la structure. Et Lacan dit, cette structure-là nous détermine, nous détermine. Nous ne pouvons pas faire sans la structure de l'univers. Nous sommes déterminés. C'est pas de l'astrologie qu'il fait, hein, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir, hein. Il en parle en termes de structure, d'une chaîne signifiante dans laquelle nous sommes insérés. Et quand nous mourrons, eh ben, nous en sortons de cette chaîne signifiante, mais nous y restons quand même un peu, sous la forme de notre patronyme qui nous a été donné avant la naissance, et sous la forme de ce qui est écrit sur notre tombe, si quelque chose est écrit, bien entendu, ou sous la trace de souvenirs de qu'on a laissé sur Terre, etc. Donc on a une certaine présence encore, en tant que symbole, on est toujours un peu dans la chaîne symbolique quand même, hein. On la quitte pas vraiment en quittant cette Terre, on la quitte pas complètement. Quelque chose de l'ordre de notre conscience la quitte, mais pas tout. Pas tout. Il y a des objets, il y a des choses objectivables qui restent. Voilà. Alors, c'est pour ça que, comme je vous ai dit que le regard, il était là, j'ai dessiné quelque chose qui, alors là, ferait scandale aussi, certainement, hein.
Oui, j'ai dessiné un grand œil. Donc ça, alors ça plairait pas du tout, hein. Oh là 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 là. Oui, j'ai effacé un porte, bon, c'est pas grave. Donc j'ai dessiné un œil beaucoup plus grand que l'autre, hein, pour métaphoriser le regard par rapport à notre petit regard de notre petit œil. Voilà. Et je vous redis la phrase de Lacan qui disait toujours: nous voyons avec nos yeux, mais nous sommes des êtres essentiellement regardés. Nous sommes des êtres essentiellement regardés. Oui, pardon, allez. J'avais une question pour vraiment m'assurer de bien comprendre un peu toutes ces informations. J'essaye de centrer ça sur un exemple peut-être plus concret. Oui, Vous dites que le sujet, si par exemple on pourrait imaginer un enfant qui pourrait porter un regard désirant sur ses parents, sur des attributs personnels, sur oui, tout à fait. grandir, Hmm. induirait donc cette volonté, un peu ce désir un peu inconscient qui va toujours vivre, à grandir, à s'attacher auprès d'eux, voilà. Et le masque qu'il va avoir sur la partie un peu perceptible Oui, de sa projection vers ses tout parents à fait, va le c'est ça. permettre d'introjecter un peu les qualités, les défauts des parents, Éventuellement, oui, éventuellement, oui, votre remarque est très pertinente. et de grandir à partir de ça. Oui, 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 c'est très pertinent ce que vous dites là. Oui, vous avez compris. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur Oui, non, mais vous êtes bien, très bien exprimé, hein, vraiment. C'est bien, hein, c'est bien, hein. Vous avez suivi et vous avez bien exprimé votre idée avec clarté. Et c'est tout à fait juste ce que vous dites, hein. Et d'ailleurs, pour répondre un peu plus loin à votre question, dans le stade du miroir que j'évoquais tout à l'heure, l'enfant, avant de se dire qu'il va accéder sur à la scène du monde, il regarde d'abord sa mère pour avoir son approbation, hein, euh, pour que sa mère lui dise oui, tu peux aller vers l'autre, tu peux aller vers l'autre. Tu n'es plus entièrement à moi, tu peux te détacher de moi et aller vers l'autre. Et donc ce regard, le regard de cette mère, c'est le regard de Lacan, hein, dont Lacan parle, c'est le même, hein. L'enfant regarde sa mère comme il regarderait un tableau, comme il regarderait la Joconde. Les yeux de sa mère sont les yeux de la Joconde. Il se perd dedans et il attend d'elle une approbation dans son regard sur le fait qu'il puisse aller vers l'autre et la quitter d'une certaine façon. Enfin, s'éloigner d'elle, se séparer d'elle, quoi, hein, voilà, pour répondre de manière plus approfondie à votre question. Donc, c'est le regard. Alors voilà, je vous ai expliqué ça comme ça. Bon, j'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez comprendre quand même, quoi, hein, parce que si vous comprenez rien à ce que c'est que le regard chez Lacan, le chapitre est foutu, quoi. Le chapitre est foutu parce que c'est ça le centre du. Ce chapitre, c'est qu'est-ce que c'est que le regard. Parce qu'il dit qu'est-ce que c'est qu'un tableau. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est parce qu'il se sert du tableau pour définir le regard. Voilà, hein. Il trouve que c'est commode, Lacan, de prendre un tableau pour définir le regard. Pourquoi pas? Et c'est pas une mauvaise idée, hein, parce que le tableau nous captive. Et donc, comme nous sommes des sujets désirants, comme je l'ai écrit tout à l'heure, hein, le spectateur a un regard désirant qui devient regard, objet perdu, qui nous manque toujours. Vous voyez? Donc cette phrase, elle résume bien ce que je vous ai dit, et même l'ensemble du chapitre d'une certaine façon, hein. Et alors, si on fait référence à Merleau-Ponty, ça commence à être un peu fouillis, mais enfin bon, si on fait référence au philosophe Merleau-Ponty, l'invisible est ici, bien sûr, mais ça paraît quand même assez logique, hein. Le visible est ici, au sens optique du terme, au sens optique du terme. Mais on pourrait croire qu'il y a une partition stricte, hein, entre visible et invisible. Ben non, ben non. Et dans le visible et invisible de. Alors, Merleau-Ponty, il a écrit ça en 1960. Il est mort en 1964, je crois, il me semble. Et il avait pas fini. Il n'a pas fini le visible et l'invisible. Et donc, ça a été fini par un autre philosophe. Et enfin, qu'il l'a mis en. C'est pas tellement qu'il l'a fini, non. Il l'a mis en forme.
il a mis en forme les 150 pages qu'avait pu écrire Merleau-Ponty avant de mourir brutalement. Il est mort relativement jeune, Merleau-Ponty, quand même. Et donc, Merleau-Ponty, lui, il ne voyait pas un clivage entre là, le tableau, par exemple, ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Il ne voyait pas de clivage, il dit il y a de la chair entre les deux. Et là, c'est le tableau qui fait chair. C'est le tableau qui fait chiasme, hein, ici, en l'occurrence. Voilà, je ne dis pas que c'est simple tout ça, hein, mais c'est le texte lacanien, je ne peux pas non plus le simplifier outrageusement, quoi. Hein. J'ai déjà fait un peu là, hein, mais bon, ça va, ça va. Et donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis à plat, parce que comme ça, à plat, on le comprend beaucoup plus facilement qu'avec ces triangles enchevêtrés là. Bon, non, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de laisser le tomber, le schéma. Oui, de l'objet autistique. L'objet autistique, moi je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Hein. Je sais pas, d'où vous sortez ce terme? C'est un terme qui est utilisé chez Lacanien pour parler justement d'objets que les enfants vont investir. Ah oui. Et ils font référence à l'objet A à ce moment-là. Oui, tout à fait, d'accord. Oui, oui. Du coup, enfin, moi ça me rappelle ça sur la captation par le tableau. C'est de fascination en fait. Oui, 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 une fascination, oui. Fébrile. Qui reste. Alors, il ne s'en sépare pas. Chez l'enfant autiste, vous voulez dire? Oui, Oui, c'est ça. Alors que le spectateur du Louvre, il s'en va. oui. Après, c'est pas pareil. Hein. Il n'a pas une relation autistique au tableau, le spectateur du Louvre. Alors que l'enfant, effectivement, avec l'objet qu'il manipule, de manière répétitive souvent, hein, ritualisée, soit pour le ranger, soit pour le jeter. D'ailleurs, c'est très variable hein, chez les enfants autistes. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Hein, parce que et puis l'investissement de l'enfant autiste par rapport, on peut rapprocher ça de l'objet A, oui, tout à fait, pourquoi pas. Hein. Je suis pas sûr que sur le plan clinique ça nous avance beaucoup, je suis pas persuadé, mais sur le plan intellectuel, sur le plan de la conceptualisation, etc., c'est pas inintéressant, effectivement, hein, de faire, de le métaphoriser comme ça, cet objet petit a, en disant que quand l'enfant autiste a des objets, qu'il peut aussi d'ailleurs jeter, hein, jeter. Mélanie Klein, quand elle parle de l'enfant, du petit garçon qu'elle suit, il n'arrête pas de jeter les objets qu'elle lui donne. Hein. Il lui jette à la figure, etc. Mais c'est la même chose. En fait, ce geste de jeter, c'est la même chose que de prendre. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est symétrique. C'est capté de la même façon. Ou alors parce que en clinique psychiatrique, on appelle ça le test du cube brûlant. Hein, on appelle ça comme ça. Quand on est médecin pédopsychiatre, on appelle ça comme ça. Ce qui n'est pas d'intérêt fou. Mais le geste du cube brûlant, ça veut dire que quand les enfants prennent un objet, ils le jettent comme s'il était brûlant. Comme s'il était brûlant. Et donc, effectivement, ça rejoint un petit peu quand même ce que vous dites, parce que l'objet petit a, on ne peut pas l'avoir. Hein, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le posséder. C'est pas possible, sauf par l'intermédiaire du fantasme. Mais c'est pas vraiment lui qui est là, hein, c'est le fétiche qui vient à sa place, à l'objet petit a. Et donc nous, l'objet petit a, on ne peut que se dire qu'on ne l'a pas et que si on l'avait, on le rejetterait. Si par extraordinaire on l'avait, on le rejetterait, comme pourrait le faire l'enfant autiste. Mais l'enfant autiste doit l'investir d'une manière particulière. Mais je ne peux pas vous dire exactement comment, parce que il s'exprime rarement sur ce sujet-là. Hein. On peut les observer, hein, avec le temps qui passe, avec beaucoup de séances, etc. On peut observer comment l'enfant réagit avec les objets. Et d'ailleurs, dans l'observation de Mélanie Klein, dont je parlais, l'enfant commence par jeter les trains et les locomotives et tout ça à la figure de Mélanie Klein. À la fin, il les jette plus. Il ne les jette plus. Il s'en sert et il les fait marcher même. Hein. Et puis il appelle le train maman, le train papa, etc. Vous voyez, il les nomme et donc il se les incorpore d'une certaine façon. Et Mélanie Klein considère que c'est un gros progrès pour cet enfant-là, ce qui est possible, je ne sais pas. Moi, j'y étais pas. Hein. Je ne connais pas l'enfant qu'elle avait suivi. Mais c'est un cas qui est très célèbre hein, de Mélanie Klein, ça. Hein. Vous pouvez le trouver dans toute la littérature analytique très facilement. Hein.
Mais votre question, c'est une question difficile, hein, qui demanderait un développement beaucoup plus important que ce que j'ai fait là, hein, bien sûr, hein, et que je peux pas faire comme ça aujourd'hui. Alors, il dit page 121, Lacan, il dit, je suis regardé, je suis tableau. Je suis regardé, je suis tableau. Oui, je deviens tableau. Hein. Pardon, Jean-Claude, tu voulais dire? Ah oui, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Absolument. Oui, oui. A pris, ou l'a simplement changé de place. Oui, oui. Oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Oui, oui, oui. Cet objet concret là, qui est l'objet auquel c'est quand même peut-être un peu différent de l'objet dont on parle dans un autre registre. Oui, un peu quand même, oui, un peu quand même, oui. Mais on peut l'utiliser conceptuellement. Tu vois, cet objet quand même, par rapport à l'autisme. Mais évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le plan strictement clinique, c'est pas sûr que ça nous fasse avancer d'un bond magistral. Il est probable que non. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire par rapport à l'enfant oui. Il n'a pas accès au grand A. Ah non, il n'a pas accès au grand A. Ne marche pas. Tout à fait. Ah ça par contre, oui, ça par contre c'est juste, oui. Il a pas accès, enfin il a un mauvais accès ou pas d'accès du tout à l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que si vous lisez des livres de psychiatrie, l'enfant autiste a un trouble massif de la communication. Et forcément, il ne peut pas communiquer avec les symboles. Les symboles, il ne les a pas. Ou il en a peu, ou il en a très peu, voire pas du tout. Ça dépend des enfants. Il y a toutes les gradations, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai, oui. C'est tout à fait exact. Hein. Tout à fait exact. Donc, le regard A comme tableau. Alors oui, c'est ça. Alors, il parle de la philosophie kantienne. Vous voyez, il dit, c'est page 121. La philosophie kantienne nous ferait penser que nous pouvons nous assurer comme conscience. Mais il dit c'est pas possible. Et pas plus qu'avec Descartes, ça ne fonctionne pas. Alors, au-delà de point de fuite. Alors, le point de fuite, il est là, le point de fuite. Hein. Le point de fuite, c'est là le point zéro. Parce que, au-delà du tableau, a priori, le sujet ne voit pas. A priori, il ne voit pas. Sauf que il est tellement capté et qu'il est pris dans le tableau et devient un tableau lui-même, il devient un regard, et du coup, il peut regarder dans l'autre sens. Il peut regarder vers l'œil, je dirais presque, vers son propre œil, quoi, hein, d'une certaine façon. Et donc, mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est séparé, il est clivé en une forme qui tend vers l'objet petit a, vers l'objet qui cause son désir, et vers une forme qui serait une tentative d'être lui-même, si vous voulez, de rester lui-même quand même, malgré cette schise, malgré cette dislocation là qui se produit à cet endroit-là. Mais Lacan fait une remarque plus loin, je ne sais plus quelle page, par rapport à cette décomposition du sujet. Il appelle ça comme ça, hein, la décomposition du sujet au point zéro. La décomposition du sujet, eh bien, il dit, mais c'est bien parce que il y a un sujet dédoublé d'une certaine façon, ça c'est un peu apocryphe aussi, mais enfin bon, un sujet un peu dédoublé, que, eh bien, il y a du masculin et du féminin. Et puis c'est bien parce qu'il y a un sujet un peu dédoublé comme cela, dans cette espèce de mascarade là du tableau, eh bien qu'il y a la reproduction. Il dit ça carrément, hein, il dit ça carrément. La reproduction, c'est ça. La reproduction humaine, elle vient de là. Elle vient du fait qu'il y a un masque et que donc le sujet se leurre lui-même. Le sujet se leurre lui-même par ce masque-là, par cette prise de masque. Et c'est le terme qu'emploie Lacan aussi. Hein. C'est pas moi qui vous dis leurre, hein, c'est lui. Hein. Leurre. C'est un leurre, comme à la pêche, si vous voulez, vous mettez des leurres pour attraper des truites. Et bien là, vous mettez un leurre pour attraper le regard.
Donc, ce leurre, si vous voulez, ce leurre le fascine, si vous voulez. Le leurre que le petit œil voit, eh bien, ça devient presque quelque chose comme ça pourrait être un amoureux ou une amoureuse avec qui on ferait des enfants, avec qui on aurait... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est lui-même. Hein? Donc la dislocation du sujet en ce point-là, point de fuite, eh bien, pourrait expliquer comme ça un regard de soi à soi, mais dans une forme d'altérité bizarre, hein, d'altérité moaïque, qui nous concernerait nous-mêmes et seulement nous-mêmes, ce qui est évidemment très étrange. C'est là que c'est compliqué de comprendre un petit peu les choses. Donc il faut les ressentir un peu. Hein. Pardon? Est-ce que c'est la même chose que ce qui se passe dans le miroir? Il y a des différences? Non, je vais être un peu peut-être abrupt, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Après, si je vous expliquais le stade du miroir, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, je prendrais d'autres biais, bien sûr, hein, d'autres mots, un schéma différent, un peu différent de celui-là, mais sensiblement, c'est la même chose. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est grâce à la captation du miroir, d'ailleurs, que le sujet va pouvoir se construire, hein, et va pouvoir construire de l'altérité. Peut-être parce que justement, dans le miroir, il y a un masque aussi, hein. Il y a un masque. D'ailleurs, l'enfant, quand il se regarde dans les premiers temps de miroir, à partir de 6 mois, c'est à 6 mois, hein, il se reconnaît pas au départ. Hein. Donc, il voit un masque puisque c'est pas lui. Hein. Il voit un masque. Hein. Et donc, il y a une sorte de dualité là. Il y a deux lui, il y a deux lui. Et ces deux lui-là pourraient se rencontrer et faire des enfants, à la limite. Hein. Euh, ça pourrait être un homme et une femme, vous voyez. Bon, voilà. Donc, votre question est maligne parce qu'elle permet d'éclairer un peu les choses hein, avec le miroir. C'est peut-être plus éclairant, justement. Oui, alors c'est ça, il dit ça, page 100, je sais plus quoi, 122, il dit ça, Lacan. Forme séparée de lui-même, c'est ce qu'on vient de dire, hein, forme séparée de lui-même, la vie, la mort, doublure, d'où procède le renouvellement des êtres dans la reproduction. Vous voyez, si on n'explique pas ça, c'est incompréhensible. Hein. Si on lit la phrase comme ça, c'est incompréhensible. Lacan, c'est que des phrases comme ça, incompréhensibles, hein, si on ne travaille pas, si vous voulez quoi. Hein. Mais quand on sait qu'il y a du masque, notamment dans le stade du miroir, ben on comprend, là, ce qu'il veut dire. Hein. On comprend ce qu'il veut dire, là. Forme séparée de lui-même, bah oui, dans le miroir, c'est la forme séparée de lui-même. La vie, la mort, oui, parce que l'enfant qui regarde le miroir, il a une espèce de jalousie, je dirais, mortelle vis-à-vis de l'autre. Il voudrait bien le liquider, parce qu'il ne veut pas, l'enfant ne veut pas se construire dans l'image de l'autre. Il veut se construire tout seul. Il veut que ça vienne de lui. Il veut surtout pas aller piocher dans l'autre tout ce qu'il faudrait pour se bâtir lui-même. Ça lui va pas. Ça lui va pas. Donc il y a une espèce de haine là, il y a un désir de mort, la vie, la mort, comme dit Lacan. Ben oui, tout à fait. Hein. Oui, oui. Alors, il dit l'écran est le lieu de la médiation. Ben oui, hein, là ça devient une évidence. Hein. Et puis il parle de Merleau-Ponty, mais je vous en ai parlé hein, dans le bouquin qui s'appelle. Alors il a écrit un bouquin bien avant l'invisible visible qui s'appelle Phénoménologie de la perception. Il a écrit ça beaucoup plus tôt, c'était en 1945. Je crois qu'il a écrit Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty. Et après, il a écrit Le visible et l'invisible beaucoup plus tard, dans les années 60, avant de mourir. Et donc, ce sont des livres finalement qui se tiennent la main, si je puis dire. Hein. Ces deux livres de Merleau-Ponty là. Hein. Vous savez, Merleau-Ponty, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'est un auteur extrêmement connu, hein, mondialement connu, mondialement connu. C'est un auteur international. C'est pas un philosophe français connu de sa famille et d'un cercle parisien. C'est pas du tout ça. Hein. Il est étudié dans toutes les universités du monde, ou presque, j'imagine. Hein. C'est un monsieur extrêmement connu, hein, parce qu'il était très brillant, et il n'a pas réussi à terminer son œuvre, le pauvre, parce que je sais plus ce qu'il a fait, un AVC ou un infarct, je sais plus trop. Quelque chose comme ça. En tout cas, il est mort brutalement. Voilà. Bon, alors je tourne la page. J'avance pas très très vite, hein, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Comme je disais la dernière fois, hein, Lacan disait toujours, ce que l'homme peut pas faire, il le laisse. Eh ben voilà, je pourrais pas faire aujourd'hui, ben
Je le laisserai, hein. Oui. Oui. Oui, parce que ça lui arrivait souvent, lui aussi, hein. Il avait tellement de choses à dire lors de ces séances qu'il n'en disait pas le millième, hein. Enfin, j'exagère, mais il n'en disait pas le centième. Donc, ça, c'est pas plus mal, hein. Ça crée une espèce de frustration qui, justement, ça crée un manque, quoi. Ça crée un manque qui nous fait désirant d'aller un peu plus loin dans la recherche de ça, quoi, hein. Donc, il faut rester sur des frustrations, c'est pas mal, hein. Il faut rester sur des frustrations. Alors, l'écran, oui, il dit une phrase qui est un peu compliquée à comprendre là, au premier abord comme ça. L'écran rétablit le réel. L'écran rétablit le réel. Oui, pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez un écran ici, eh bien, le réel va exister. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus trop parce que c'est compliqué. Le réel chez Lacan, je vous l'ai déjà dit, y compris cette année, il me semble. Le réel chez Lacan, ce n'est pas la réalité. Attention, hein. Le réel chez Lacan, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est tout ce qui n'est pas nommé. Autant le symbolique, c'est ce qui est nommé, le grand hôte, c'est tout ce qui est nommé, le réel, c'est tout ce qui n'est pas nommé. Donc vous imaginez un peu, c'est vertigineux, hein. C'est quelque chose qui n'est pas préhensible. Vous ne pouvez pas en faire une brassée, comme il disait, hein. C'est pas possible. On ne peut pas en faire une brassée du réel, hein. Donc le réel, c'est tout ce qui n'est pas nommé, et le réel a quelque chose d'impossible aussi, comme le grand autre. Il est impossible, Lacan le dit, hein. Le réel est impossible, tout le temps. Il reste impossible tout le temps, parce qu'il n'est pas accessible. Et il est menaçant. Il est menaçant. Si on était confronté qu'au réel et qu'il n'y avait pas le symbolique pour nous stabiliser, on serait mal, hein. On serait très très mal. On serait très très mal. Parce que le réel, c'est ce qui n'est pas nommé. Imaginez que vous soyez seulement en face d'une espèce de myriade de choses infinies qui ne sont pas nommées, qui sont des énigmes, qui sont un amoncellement colossal, infini d'énigmes. Vous seriez perplexe, voire angoissé, voire très angoissé, voire décomposé, hein. Vous feriez peut-être une décompensation anxieuse face au réel, hein. D'ailleurs, on dit que les psychotiques, souvent, justement, eh bien, perdent beaucoup du côté du symbolique et se retrouvent face au réel, ce qui les fait délirer. Ce qui les fait délirer, hein. Parce que le réel n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire face au réel? Eh ben, on ne peut que délirer face au réel, puisqu'on peut pas nommer ça, hein. Vous voyez? Donc, vous voyez que chez Lacan, c'est toujours quand même des choses qui sont très conceptuelles, mais c'est aussi toujours de la clinique, hein. Il faut toujours se rappeler que Lacan était médecin, hein, et que donc il était médecin neurologue, certes, est devenu psychiatre par la suite, et psychanalyste. Et donc, il faisait de la clinique tout le temps, hein. Il faisait de la clinique. D'ailleurs, il faisait des présentations de malades, hein. Il allait à l'hôpital Sainte-Anne, où il était très connu, et les présentations de malades de Lacan étaient très, très prisées, hein. Tous les Parisiens y allaient. C'était la grande mode d'aller aux présentations de malades de Jacques Lacan, parce que c'était très brillant, hein. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de cinéma, hein, aussi. Il y avait, bien sûr, il en faisait des tonnes, hein. Mais bon, c'était quand même très brillant, quoi. Donc, les gens adoraient ça. Ils étaient un peu fascinés, quoi, en allant à Sainte-Anne écouter les présentations de malades de Jacques Lacan. Alors oui, c'est ça. Il dit cette phrase, page 123, comme sujet désirant, je suis élidé. Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Comme sujet désirant ici. Sujet désirant là, comme ça. Sujet désirant, je suis élidé ici. C'est le point zéro ici. Je suis élidé, je suis décomposé. Je suis décomposé, je deviens masque et autre chose, hein, une espèce de doublure. Donc je suis élidé. Il dit pas je suis effacé, hein. Non, non, élidé. Élidé. Je pense qu'il y a une nuance, hein. Est-ce que quelqu'un connaît la nuance entre élidé et effacé? Vous pourrez me la donner comme ça? Moi, je ne l'ai pas en tête finalement. Non? Vous n'avez pas une idée? Pardon? C'est-à-dire qu'on l'efface? On l'enlève? On l'enlève, oui. Oui, donc finalement, c'est pas si. Oui, c'est pas si. Non, il en reste la place, justement. Et si on dit
je te aime. D'accord. Non, ça représente je t'aime. Oui, Donc il est bien là encore, il n'est pas effacé. On l'efface dans la forme. d'accord. Donc là, il est l'idée alors. Ben, il me semble que c'est ça. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, là, je me pose la question. Il faudra que je la creuse, cette question, parce que tout d'un coup, elle me vient là. Et puis, j'ai pas de réponse toute faite à vous donner. C'est une subtilité grammaticale, sémantique. Mais formelle, et non pas de sens. Au niveau du sens, ça reste, c'est uniquement parce qu'il y a une voyelle les disons pour Pour que ce soit fluide, pour que ce soit fluide. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord, ouais. Là, c'est là. Oui, c'est ça. C'est comme le E en français, le E final, qui part, mais il est là. Il est là, comme l'objet petit a. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, ben, merci pour cet éclaircissement. Moi, je le prends. Donc, alors, il dit ceci, page 123 toujours. Dans un tableau, il y a toujours un obscur, le champ central. Oui, c'est vrai. Si vous regardez un tableau, eh bien, vous pouvez pas le voir en entier. Vous regardez un tableau comme ça. Hein, imaginez que la Joconde soit là. Vous pouvez pas, vous la voyez pas en entier. Vous voyez avec votre œil droit et votre œil gauche, vous voyez un champ, et puis au milieu, il y a pas un trou vraiment quand même. Mais ça peut rester flou. Et si vous tournez votre regard vers la gauche, vers la droite, pardon, eh bien, la gauche va devenir floue. Donc, un tableau, on peut pas l'attraper en entier. Ou peut-être si c'est un tout petit tableau, peut-être si c'est un minuscule tableau, peut-être. Hein. Mais la Joconde, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas. Et donc, il y a bien un trou central, il y a bien quelque chose qui masque là. Et Lacan dit, ben, c'est l'écran. C'est l'écran. C'est l'écran qui est là, pardon. C'est l'écran ici. Et d'ailleurs, ça a servi ça à nos grands-pères pour faire de la stéréoscopie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La stéréoscopie, vous savez, c'est ces appareils binoculaires dans lesquels on pouvait avoir une sensation, d'ailleurs très réaliste, hein, de relief. Et c'est des très beaux objets hein, qui sont en bois, voilà, en bois précieux souvent, très beaux. Il y en a des très chers et puis il y en a des plus modiques. Mais ça permet de voir les choses en relief et c'est saisissant. Et ça revient à ce que dit Lacan, parce que effectivement, l'œil gauche et l'œil droit n'ont pas tout à fait la même vision, et du coup, si on fait une photo qui correspondrait à l'œil droit et une photo qui correspondrait à l'œil gauche, et qu'on les superpose, eh bien, on a un effet de relief. On a un effet de relief dans ce binoculaire là, avec ces plaques spéciales là, qui sont d'ailleurs très recherchées maintenant. Hein. On les trouve chez les antiquaires et puis là où on vend des objets comme ça, un peu anciens. Et on en trouve de moins en moins, parce que moi j'en ai trouvé un il y a longtemps, mais maintenant j'en vois plus, parce que les gens les recherchent. Hein. Et ils recherchent tous les plaques aussi. Les plaques sont difficiles à trouver. Les plaques stéréotypiques qui permettent de voir en relief. Mais si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le parce que c'est très saisissant, vraiment très saisissant. Hein. On n'a pas fait beaucoup mieux avec la télévision en relief, hein, ou avec le cinéma en relief avec les lunettes. Hein. C'est pas mieux que. Et puis à la limite, c'est bâti sur le même procédé, hein, sauf que là c'est du numérique, c'est beaucoup plus sophistiqué, etc. Mais c'est bâti sur le même procédé, c'est le décalage. C'est bâti sur le décalage entre la vision de l'œil droit et la vision de l'œil gauche. Voilà, et sur la profondeur de champ. Et sur la profondeur de champ que les photographes connaissent bien. Alors, je suis l'idée. Alors là, pour appuyer comme sujet désirant, je suis l'idée, Lacan appuie cela en citant Jérémie. Jérémie de la Bible. Hein, de la Bible. Le chapitre 5, le verset 21, où il dit « Ils ont des yeux pour ne pas voir. Ils ont des yeux pour ne pas voir. » Et il dit ceci textuellement, Jérémie, dans son chapitre 5, verset 21, « Écoutez ceci, peuple insensé et sans intelligence, qui a des yeux et ne voit point, qui a des oreilles et n'entend point. » Ça, c'est page 124, hein, c'est dans votre chapitre, hein, et n'entend point. Donc, ça veut dire finalement que
ça rejoint un petit peu cette histoire de la skise ici, là, hein, de la décomposition du regard. Hein. On a des yeux pour ne pas voir, ou pour voir de manière étrange. Hein. Et pour les oreilles, peut-être que c'est pareil. J'ai pas étudié la question des oreilles et de l'audition, mais bon. Alors, il rajoute, page 125, la fonction de la peinture est autre chose que l'organisation du champ de la représentation où les philosophes nous tenaient dans notre statut de sujet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, là, il s'en prend un peu aux philosophes, pas de manière agressive, hein, avec respect, en disant que les philosophes veulent toujours établir le sujet de manière stable, voilà, opposable, etc., reposé, pérenne. Et lui, Lacan, il n'a jamais cru à ça. Jamais. Tout au long de son œuvre, hein, de ses premiers séminaires jusqu'au dernier en 1981, c'était 53 le premier, il n'a jamais changé de ligne par rapport à ça. Jamais, 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 jamais. Donc, oui, alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, il cite Descartes, effectivement, mais le je pense, donc je suis, là, ne tient pas la route quand cette histoire de représentation du sujet, quoi. Hein. On le voit quand on regarde un tableau, le cogito de Descartes ne fonctionne pas quand on regarde un tableau. Hein. Ou même quand l'enfant, ce que vous disiez tout à l'heure, madame, quand l'enfant regarde le miroir, le cogito de Descartes ne fonctionne pas. Fonctionne pas. Alors après, il peut fonctionner parce qu'il y a un mécanisme qui se met en route très complexe dans le stade du miroir, hein, qui fait que l'enfant va se saisir partiellement comme conscience, partiellement, pour pouvoir entrer dans le domaine de l'altérité. C'est-à-dire pour pouvoir reconnaître l'autre comme n'étant pas lui. Vous voyez? Pouvoir reconnaître l'autre comme n'étant pas lui. C'est ça le stade du miroir. Hein. Le stade du miroir, chez Lacan, c'est ça. C'est sa grande invention, Lacan. Hein. Le stade du miroir, sa grande invention. Voilà, il a créé ça en 1936, il a inventé ça. Il l'a présenté à un congrès où personne ne l'écoutait. Et ça l'a, parce que c'était compliqué, les gens ne le comprenaient pas. Et puis il y avait Ernest Jones qui était là, et qui était le pape à l'époque de la psychanalyse. C'était un anglo-saxon. Et il avait dit à Lacan, bon, ça suffit comme ça. Et Lacan était furieux. Il est parti. Il était jeune à cette époque-là, Lacan. Il est parti devant ses goujats, quoi. Et après, il a exposé son stade du miroir, des milliers de fois, je dirais. Ça transperce toute son œuvre on est transpercé, quoi. Et il parle de Cézanne après, il parle de Cézanne en référence à Merleau-Ponty. Parce que Merleau-Ponty, quand il parle de la manière dont Cézanne peignait, il disait, il faisait des petits bleus, des petits bruns et des petits blancs avec son pinceau. Hein, des petits bleus, des petits blancs, des petits bruns. C'est dans le texte, ça, hein, c'est dans votre bouquin, ça, hein, page 125, ça. Hein. Des petits bleus, des petits blancs et des petits bruns. Tout ça pour dire, Lacan, quand il dit ça, c'est que le peintre, d'une certaine façon, il jette sa peinture. Il la jette. D'ailleurs, il fait une métaphore. Il dit, mais si on suppose qu'un arbre peut peindre, comment un arbre peut-il peindre sinon en perdant ses feuilles? Voilà. L'arbre perd ses feuilles. Un serpent. Comment on peut peindre un serpent? Eh bien, en perdant ses écailles. En perdant ses écailles. Comment on peut peindre un oiseau? Eh bien, en perdant ses plumes. En perdant ses plumes. Et donc, eh bien, Cézanne, il le cite parce que Cézanne, eh bien, il perdait sa peinture, d'une certaine façon, hein, avec ses petites touches comme ça, hein, de petits bleus, petits blancs. Il perdait sa peinture et il la projetait sur un écran, le tableau, que sans doute lui-même ne maîtrisait pas complètement. C'est sûr même qu'il ne le maîtrisait pas. Ça n'empêchait pas qu'il faisait des œuvres admirables, c'est pas la question. Mais il n'avait pas, en tant que sujet lui-même, une captation de sa propre œuvre complète. Et puis, il n'avait pas, certainement pas... Regardez Léonard de Vinci. Là, vous avez pris les feuilles, là. Hein. Léonard de Vinci, quand il a peint
ce tableau très connu qui est au Louvre, qui est Sainte-Anne, qui représente Sainte-Anne, hein, qui est la plus haute, hein, la tête la plus haute, c'est Sainte-Anne. Ensuite, c'est la tête de la Vierge, et ensuite, c'est l'enfant Jésus qui est à cheval sur un agneau. Donc, c'est ce tableau de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci l'a pas peint comme ça à toute vitesse, hein. Il a mis des années et des années et des années à faire ce tableau. Je sais pas si c'est pas 10 ans ou un truc comme ça, ou plus, hein. C'est considérable, parce que il y revenait, il reprenait, il revenait, il reprenait. Quelquefois, il faisait finir des petites choses par ses élèves. Il disait à ses élèves, tu me finiras la main. Il y a une main on dit qu'il y a une main, je sais pas si c'est la main gauche, j'ai plus laquelle, qui a été finie par la main gauche de Sainte-Anne ou de la Vierge, je sais plus trop. Non, c'est pas, ça doit être la main droite de la Vierge, alors c'est peut-être ça. Peut-être. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il y a une main dans un tableau de Léonard qui a été peint par un de ses élèves. Donc, il déléguait, parce qu'il était assez paresseux, il était génial, mais un peu paresseux, hein. Parfois, il s'ennuyait à peindre. Et donc, il mettait un temps fou à faire sa peinture. Et donc, peut-être que lui aussi avait une distance particulière par rapport à son tableau, hein, et que peut-être il avait besoin à chaque fois d'y rentrer dans son tableau, et de l'investir de manière tellement folle et tellement forte qu'il ne pouvait pas le peindre de manière continue. Après, tu as les temps de séchage. Oui, aussi, ça c'est technique, ça c'est technique. C'est quand même qu'il avait passé 20 glacis. Oui, tout à fait. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais quelquefois, il est resté 1 ou 2 ans sans le peindre. Oui, mais oui, mais c'est plus classique chez Léonard, hein. Il est connu pour ça. Oui, chez Léonard, c'est particulièrement connu qu'il prenait. D'ailleurs, il a peu de tableaux, effectivement, oui, il a peu de tableaux, mais ils sont tous assez miraculeux. Il faut bien reconnaître. Voilà, il n'en a pas fait des masses, parce que à peindre comme ça aussi. Et puis, il faisait aussi beaucoup d'autres choses, hein. Léonard de Vinci, il faisait tellement de choses qu'il ne pouvait pas peindre toute la journée, hein, c'est sûr. Oui. Je pense beaucoup à cette phrase, le soleil ne voit jamais. Le quoi? Le soleil ne voit jamais l'ombre. Cette phrase de Léonard de Vinci là, dans ce dispositif, dans ce schéma, je n'arrive pas, enfin, ça me revient sans arrêt depuis tout à l'heure, depuis votre exposé, je n'arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Le soleil ne voit jamais l'ombre. Eh bien, je peux vous en donner une petite réponse comme ça rapide. Le soleil ne voit jamais l'ombre. C'est un exemple que donne Lacan dans le chapitre d'ailleurs, hein. Mais par rapport justement aux masses, c'est ça. Oui, mais justement. Ah oui, d'accord. Oui. Le soleil ne voit jamais l'ombre. Si on reprend le schéma comme ceci. Ah voilà, comme ça c'est mieux. Ça n'aime pas écrire de manière horizontale ces trucs-là. Alors, supposez que ici ce soit un écran. C'est pas forcément un tableau, hein. C'est un écran. Et supposez qu'il y ait une petite, une petite portion de ce tableau-là que vous allez éclairer avec une lumière, une ampoule très très puissante. Une ampoule très puissante va éclairer cette fraction là, du tableau. Va l'éclairer de manière extrêmement violente. Une lumière blanche, par exemple, extrêmement puissante. Vous savez, ces espèces de trucs qu'on vend aujourd'hui, là. Eh bien, si vous l'éclairez de manière extrêmement puissante, ben, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas distinguer les détails de ce fragment-là. Ça va être écrasé par la lumière. Ça va être écrasé par la lumière. Et du coup, derrière cet écrasement-là, eh bien, justement, il y a l'ombre. Il y a l'ombre, l'invisible de Maurice Merleau-Ponty, l'ombre. Votre phrase exacte, c'est quoi, vous disiez? Le soleil ne voit jamais l'ombre. Le soleil ne voit jamais l'ombre. Effectivement, et Lacan, oui, et justement, Lacan dit ceci, pour voir derrière, il faut mettre un écran
plus grand, mais qui n'est pas éclairé. Pas éclairé. Et à ce moment-là, vous allez voir ici. Hein, et vous allez pouvoir voir éventuellement le soleil. Ou l'ombre. Hein, ça dépend comment on se place. Ça dépend comment vous vous placez, de quel côté vous vous mettez. Hein. Oui, je réponds comme ça, un peu, de manière un peu cavalière à votre question, mais je crois que ça répond un peu quand même hein, à ça, à cette idée-là. Parce que votre question n'est pas facile, mais elle est pertinente. Mais toutes les questions sont pertinentes, de toute façon. Il ne faut pas hésiter à en poser, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Ça n'existe pas. Hein. Toutes les questions sont intelligentes. C'est vrai, c'est vrai. Toute question est intelligente à partir du moment où elle est question. Voilà. Parce que l'acte de questionner, c'est un acte intelligent. Du coup, ça fait que la question est toujours intelligente. Hein. Donc, vous n'ayez pas peur en vous disant oh, ma question est banale, je ne vais pas oser la poser. Non, pas du tout. Hein. Il faut. Alors, il rappelle, page 125, que Freud n'a jamais voulu trancher de ce que la création artistique faisait, de ce qui de la création artistique faisait la véritable valeur. C'est vrai que Freud, il était un peu perdu là-dedans et il n'était pas à l'aise avec ça. Il n'était pas à l'aise pour dire pourquoi une œuvre est si extraordinaire et pourquoi une autre ne l'est pas. Pourquoi on est capté par la Joconde, etc., ou par le tableau de Sainte-Anne, parce qu'il a parlé de celui-là, hein, dans un bouquin qui s'appelle Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. C'est un bouquin de Freud, ça. Hein. C'est un bouquin de Freud, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, que j'ai ramené exprès parce que j'ai un tout petit mot à vous, un tout petit paragraphe à vous lire dedans. Et donc, oui, j'en étais où, moi, la fonction de la peinture. Oui, c'est ça, que Freud ne voulait pas trancher, parce qu'il se disait pas compétent pour trancher simplement. Hein. Il avouait qu'il n'était pas compétent pour trancher sur le fait que on pouvait aimer une œuvre ou ne pas l'aimer. Il n'était pas compétent. Et il n'était pas compétent pour dire non plus pourquoi tel ou tel peintre faisait des œuvres remarquées et remarquables et d'autres pas. Il disait je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Il était assez modeste là-dessus. Pardon? Qui est très intéressant, c'est la valeur d'une œuvre en dehors de la question de la valeur marchande. Oui. Qui a de l'importance aussi. Hein. Oui, qui a de l'importance. Il y a un mot qui me vient quand même et que je ne sais pas comment le citer par rapport à ce système, c'est celui de l'émotion. Quand on est devant un tableau de Van Gogh, par exemple, moi, il m'arrivait de tomber en larmes devant. Ah oui, tout à fait. La première fois que je suis allé voir l'exposition de Van Gogh, j'avais pas 4 ans, et de ce coup, devant le berger au printemps, l'émotion s'empare de oui, c'est ça. tombe en larmes. Ouais. Ça te tombe dessus comme. Et voilà. Donc, je ne sais pas dans ce système comment on peut glisser cette force de l'émotion, parce que il y a un article assez intéressant dans le monde d'aujourd'hui, on prend hier, cette femme qui s'appelle Claire Tabouret, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, c'est celle qui vient d'être désignée pour réaliser les vitraux controversés. Ah, oui, de Notre-Dame. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Mais ça va être des vitraux modernes ou bien les anciens? Modernes. Et je disais dans l'article, je conseille le livre, c'est vraiment passionnant. Elle fait une exposition à Paris alors qu'elle n'est pas connue, etc. Et je crois que c'est François Pinault qui envoie ses employés, enfin, des gens qui ont le coup d'œil comme ça, et qui revient en disant il faut que vous veniez voir. Et Pinault arrive et il visite l'exposition, il achète tout. Il achète toutes les œuvres pour sa collection, ses musées à Venise. À Venise, oui. Il a un palais à Venise. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce coup de foudre à un moment qui d'ailleurs peut s'éclipser, parce que si on prend Vivaldi par exemple, Vivaldi il est célèbre, et puis pendant 200 ans il disparaît complètement, on ne sait même plus qu'il existe. Oui. Alors que maintenant, c'est une star. Voilà. Oui. Comment on rejoindrait ce ressenti de l'émotionnel par rapport à ce système qui est un peu, je dirais, mécanique quelque part. Et voilà. Bon, ben écoute, j'essaye de répondre. Hein. Je dis pas que ma réponse est la bonne ou qu'elle est complète et qu'elle va te rassasier. C'est pas sûr. Mais quand même, je vois un peu quelque chose.
c'est que je parlais tout à l'heure du sujet désirant. Et le sujet désirant, il est désirant pourquoi? Parce qu'il cherche dans la peinture la complétude. Je parlais tout à l'heure de l'affolement des gens devant la Joconde. C'est vrai qu'il y a un véritable affolement physique, hein, et psychologique aussi, quoi, hein. Et donc les gens les visiteurs du Louvre qui vont voir la Joconde ont cet affolement parce que ils espèrent secrètement, peut-être inconsciemment, que dans ce tableau va se trouver une forme de complétude, de béatitude définitive qui va faire d'eux des êtres entiers. Voilà. Et donc je pense que cette affaire-là, cette émotion, parce que c'en est une, cette émotion de penser que l'on va peut-être être unifié par cette œuvre magistrale de la Joconde et d'autres, provoque en nous un choc émotionnel d'une violence extrême. Moi, c'est mon explication. Elle est pas, c'en est une. Elle n'est pas la vérité. Je dis ça comme ça pour tenter de répondre à ta question, quoi, hein. Je pense qu'on est face à ça. Oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Stendhal a parlé Oui. de la supervision. Oui, c'est vrai. Donc c'est une identification. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est un petit peu différent. Le syndrome de Stendhal, on est complètement. C'est un choc par rapport à la beauté, mais et qui vous tue presque. Mais c'est quand même. C'est pas par rapport à une œuvre, c'est plus global. Mais là aussi, hein, là aussi. C'est moins. C'est un évanouissement, vers les C'est celui qui arrive à Florence. Oui, les gens qui arrivent à Florence. Oui, c'est ça. C'est l'évanouissement de Wolfenstein. Oui. Oui, Mais c'est ça. C'est du même ordre. C'est du même ordre, oui, c'est du même ordre. Une histoire de regard, hein, une histoire de très important. Alors il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est ce qu'on a fait Marcel Duchamp. Oui. Il Oui, avait une moustache. tout à fait. À la Joconde, oui. Joconde, Oui. ce qui fait jouer le Max Turner féminin. Oui. Il a mis 5 lettres au-dessous. Non, je ne sais plus. L-H-O-O-Q. C'est ça. Ah oui, pourquoi? Oui, tout à fait, oui, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Je savais pas qu'il avait écrit les lettres, hein. Le tableau, je le vois, je l'ai en C'est en tête. dessous, c'est en dessous du tableau. C'est en dessous. L-H-O-O-Q. Ah oui. Bon. Alors, oui, par rapport à ce tableau-là, de Sainte Anne, de la Vierge, de l'Enfant Jésus et de l'agneau, Freud n'a pas été le premier à s'y intéresser. Il y a eu un de ses disciples, si je puis dire, entre guillemets, un de ses amis, il était ami, hein, avec un pasteur protestant qui s'appelait Oscar Pfister, avec qui il a beaucoup correspondu, hein. Il y a de grosses correspondances entre ces deux personnages-là. Et donc, Oscar Pfister, lui, il avait une vision de ce tableau. Il était très intrigué par les postures de ces deux mères, parce que l'une est mère de l'autre et l'autre est mère de l'enfant, hein, voilà. Il est très intrigué par la posture de ces deux mères. Et il en avait une vision plutôt religieuse, Oscar Pfister, une vision plutôt mystique, hein. Et il disait, Sainte Anne est au-dessus. Elle représente d'une certaine façon l'autorité, voire l'autorité de l'Église, Sainte Anne. La Vierge en dessous, sur les genoux. La Vierge est sur les genoux de Sainte Anne, hein, ce qui est quand même curieux, hein, mais c'est comme ça. La Vierge est sur les genoux de Sainte Anne, et la Vierge, elle regarde l'enfant Jésus, fixement. Elle regarde l'enfant Jésus, et elle regarde l'enfant Jésus sur l'agneau. Et Oscar Pfister dit, si elle regarde l'enfant Jésus avec cet air aimable, hein, parce qu'elle a un visage radieux, eh bien, c'est qu'elle accepte le sacrifice du Christ, la passion du Christ. Parce que l'agneau représente le sacrifice, hein. Et donc, du coup, il dit ça, Oscar Pfister. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ça, hein, mais je vous retraduis ce qu'il dit. Je vous le dis parce que Freud ne dit pas la même chose du tout. Freud n'était pas contre l'interprétation de Pfister, hein, non, pas du tout, hein. Il était d'accord avec ça, mais Freud préférait en faire une interprétation sexuelle, hein. Il disait, si on regarde de près ce tableau, on voit, alors certains d'entre vous ont
ont l'autre modèle avec le dessin par-dessus du vautour. Et il disait, on peut y voir un vautour. Alors, je vais en prendre un. Ah non, j'en ai un, moi, il me semble. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Je vais en prendre un là. J'en prends un là. Tiens, puis je vais prendre les Ménines en même temps, parce que j'ai un tout petit mot des Ménines quand même. Hop, Donc, Freud, lui, il en avait une version sexualisée. Il disait, ici c'est la queue du vautour, là. Ici c'est la queue du vautour. Là c'est le corps du vautour. Là c'est son bec retourné derrière la Vierge. Et là c'est ses ailes. C'est ses ailes. Et c'est vrai que quand le dessin par-dessus est fait au crayon, c'est assez saisissant quand même, hein, pour ceux qui l'ont. Parce que certains d'entre vous l'ont le dessin, parce que mais j'en ai pas fait assez, malheureusement, pour que tout le monde l'ait. Hein. C'est assez saisissant. Et il va loin, Freud, hein, il va loin. Hein. Tenez-vous hein, à la rampe, hein, parce qu'il dit, en fait, ce n'est qu'un fantasme sexuel chez Léonard, d'une fellation. Hein, et donc, qui est une traduction de ces fantasmes de homosexualité passive. Voilà ce que dit Freud textuellement. Il dit ça textuellement. Hein, là, je ne transforme rien. Hein, homosexualité passive. Donc, vous voyez, hein, ben, de la queue, c'est une représentation métaphorique par la queue du vautour, qui en fait n'est pas un vautour, est un milan, mais enfin peu importe, c'est pas le même oiseau tout à fait, mais c'est un rapace, parce que ça va dans la bouche de l'enfant Jésus. Ça va dans la bouche de l'enfant Jésus. Et donc c'est Freud qui ose ça. Après, Freud il dit, oh mais si vous voulez pas adhérer à ça, c'est pas un problème. Pardon. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Ça renvoie à un souvenir d'enfance parce que ça vient pas de nulle part, ça. Hein. Il a raison de me le rappeler, Alain Val. C'est parce qu'en fait, Léonard de Vinci, il a très peu écrit. Hein. Il a produit énormément de choses, des tableaux, des machines, tout ce que vous voulez. C'est une myriade de choses. Mais l'écriture, il y a pratiquement rien. C'est d'ailleurs triste. Hein. On n'a pratiquement rien. On a juste ses écrits techniques. C'est tout ce qu'on a. Et dans les écrits techniques de Léonard de Vinci, il y a quelquefois des petits passages sur sa vie, parfois. Il faut les choper. Et là, il y en a un qui concerne justement ce rêve-là, par rapport au vautour. Alors, là, c'est Freud qui parle. Freud dit ceci dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Hein. Il dit ceci. Une seule fois, à ma connaissance, Léonard a inséré dans ses écrits scientifiques une donnée de son enfance. Voilà. Hein. En un endroit où il s'agit du vol du vautour, il s'interrompt soudain pour suivre un souvenir de ses très jeunes années qui remonte dans sa mémoire. Et là, maintenant, c'est Léonard qui parle dans son écrit. Je semble avoir été destiné à m'occuper tout particulièrement du vautour, car un de mes premiers souvenirs d'enfance est qu'étant encore au berceau, un vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue, et plusieurs fois me frappa avec cette queue entre les lèvres. Effectivement, c'est un peu troublant quand même. Hein. C'est le texte littéral de Léonard de Vinci, ça. Hein. C'est pas un texte de Freud ou de Lacan. C'est le texte de Léonard de Vinci. Strict. Strict. Donc Freud dit ça. Voilà, il a dit c'est ça. Mais en même temps, il s'est empressé d'ajouter, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. C'est une hypothèse psychanalytique que je fais là, qui pourrait éventuellement être sans valeur. Hein, voilà. Chacun, il voit ce qu'il veut. Hein. Là, je ne peux pas vous donner de consignes. Je ne vais surtout pas vous donner de consignes par rapport à ça. Hein, voilà, vous faites ce que vous voulez par rapport à... Il reste juste 10 minutes, disons quoi, 10 minutes. Je regarde ce qui pourrait être intéressant. Si vous avez l'occasion de lire ce petit bouquin, celui-là, il est pas très cher. Vous pouvez l'acheter parce que Freud, il raconte beaucoup de choses intéressantes hein, quand même, hein, là-dedans. Il parle pas que de ça. Il parle pas que du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. C'est un peu le centre, le cœur du bouquin, mais enfin, c'est un petit bouquin qui se lit facilement, qui est très très bien écrit. Mais c'est pas long. C'est pas long. Puis il y a des illustrations, il y a plein d'illustrations là-dedans. Voilà. Ah oui, c'est ça. Alors, il dit par rapport aux gens qui regardent les tableaux que les œuvres, ça les apaise. Les œuvres, ça les apaise. Et c'est vrai que les gens qui se précipitent dans la salle de la Joconde,
ils cherchent à être apaisés dans la complétude, hein, à trouver dans la figure de la Joconde un modèle de complétude par rapport à eux-mêmes qui sont incomplets, et bien, et puis donc être rassasiés, si vous voulez, à ce titre-là, et donc aller mieux, se sentir apaisé. Hein, et à ce titre, le spectateur est apaisé. Et Lacan dit, le spectateur laisse tomber son regard, laisse tomber son regard. Il est apaisé, il laisse tomber son regard. Voilà. Hein, laisse tomber son regard. Il est vaincu d'une certaine façon par le tableau. Il est vaincu par le tableau parce que le tableau se refuse à l'incomplétude. Pour ça, la Joconde se refuse à l'incomplétude. Hein. Vous pouvez la regarder pendant 36 ans dans les yeux, si on vous laisse dans la salle du Louvre pendant 36 ans, ce qui n'est pas sûr, hein, eh bien, vous ne trouverez pas votre complétude. Hein. Vous aurez le sentiment en arrivant que ça va peut-être le faire, mais en restant devant comme ça, vous allez être, à un moment donné, vous allez être déchiré, vous allez être clivé, skisé, comme il disait, vous allez être au point zéro de Lacan, et ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire. Donc l'œuvre, ça les appelle. Alors, il le dit textuellement, hein, Lacan, il dit ça, hein, ça les fait renoncer à un eux-mêmes comme entier. Vous voyez, il dit ça, ça les fait renoncer à un eux-mêmes comme entier. Hein. Le fait de regarder une œuvre qui les captive. S'ils regardent une merde, ça va pas les captiver, c'est hein, une peinture loupée. Non, mais la Joconde, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'elle est regardée par des milliards de personnes que ça la dénature. Hein. Non, c'est pas parce qu'elle est vulgarisée à l'extrême. C'est une œuvre majeure quand même, hein, la Joconde. Et ce tableau-là aussi d'ailleurs, hein, le Sainte-Anne, la Vierge et Jésus, c'est une œuvre majeure aussi de Léonard. Hein. Il a mis aussi très longtemps à faire, celle-là aussi, hein. Très longtemps. Pour des histoires de séchage, mais aussi pour des histoires il voyageait beaucoup. Il avait ses inventions aussi, hein. Il avait ses inventions, etc. Donc c'était compliqué pour lui. Hein. Alors il parle de Lacan, je vais terminer peut-être là-dessus quand même. Il parle de peintres qu'on connaît pas, de peintres de l'Antiquité grecque, situés à peu près à moins 400 avant Jésus-Christ. Donc ça remonte, hein. Et dont il dit, c'est des peintres très intéressants. Nous n'avons pas une seule œuvre d'eux. Bon, voilà. Il n'y en a plus. Elles ont toutes été détruites, etc. Mais on a des récits qui concernent leurs œuvres, des récits assez fouillés, assez détaillés, des œuvres de peintres. Alors il y en a un qui s'appelle, mais vous l'avez dans votre bouquin, hein, c'est page 127. Il y en a un qui s'appelle, je vais effacer un peu là parce que là c'est trop fouillé. Il y en a un qui s'appelle Zeuxis, comme Zeus un peu, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc je vous l'écris correctement, sans faute d'orthographe. Zeuxis. Est-ce que vous voyez au fond là? X-E-U, non, Z-E-U-X-I-S. Zeuxis. Moins 400, hein? Moins 400 avant Jésus-Christ. Et c'était un spécialiste du trompe-l'œil. Un spécialiste du trompe-l'œil, Zeuxis. Trompe-l'œil. Et il avait un concurrent dont on n'a pas une seule peinture non plus, qui s'appelait Parasios. P-A, 2 R, A, S, I, O, S. H, oui, 2 R, H, exactement. Parasios, alors, Zeuxis, il est très connu. Il est connu, enfin, des gens un peu quand même branchés sur ce genre de choses. Il est connu pour pouvoir fait des trompe-l'œil extrêmement troublants, et notamment des raisins. Il a peint des raisins, et il les a si bien peints que les oiseaux venaient les picorer. Hein, les oiseaux venaient picorer la peinture, quoi, parce qu'ils pensaient que c'était des véritables fruits, quoi. Voilà. Et donc les raisins. Et alors, Parasios lui a lancé un défi, parce que Parasios, il faisait aussi des trompe-l'œil. L'autre, son compère de l'époque de moins 400 avant Jésus-Christ. Et donc Parasios, lui, il a dessiné un truc, voilà, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, il a dessiné un truc, et Zeuxis lui a dit, bah tu vois, moi je dessine mes cerises, et hop, il peint ses cerises, c'est ça,
et regarde, les oiseaux arrivent. Alors mon petit gars, essaye d'en faire autant, tiens, tu vas pas y arriver. Hein. Alors Parasios lui dit, mais attends, moi j'ai peint aussi, mais tu peux pas voir ma peinture parce qu'elle est cachée derrière un rideau. Donc ouvre le rideau et puis tu verras ma peinture et tu vas être étonné. Hein. Et donc Xerxes veut ouvrir le rideau, mais il s'ouvre pas parce que le rideau est un trompe-l'œil. Donc il s'ouvre pas. Et donc Xerxes se dit, ah oui, tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Voilà. Parce que j'ai réussi à tromper les oiseaux, mais je n'ai pas réussi à te tromper toi. Donc voilà. Donc c'est le deuxième qui a gagné la bataille. Voilà. On arrive quasiment à la fin quand même. Hein. J'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. Pas tout, non, loin de là. Non. Parce qu'il parle des icônes et tout ça. Hein. Il parle des icônes religieuses. Il parle des icônes qui sont dans une ville qui s'appelle Daphnis, qui se trouve près d'Athènes. Hein. Près d'Athènes, au sud de la Grèce. Hein. Vous savez, au-dessus du Péloponnèse, au-dessus de la Grèce, il y a une ville qui s'appelle Daphnis. Et dans l'église principale, il y a une voûte avec des mosaïques magnifiques. Magnifiques, je les ai regardées, hein. Je ne les ai pas vues en vrai, je les ai regardées sur Internet, magnifiques, et où on voit un Dieu triomphant qui regarde le monde, voilà, il regarde le monde. Donc, d'une certaine façon, ce tableau représente, quand Lacan en parle, ce tableau représente le regard, justement. Hein. C'est le regard divin, mais c'est le regard tel que lui voulait en parler dans son texte, dans ce chapitre-là. Et alors, là, c'est une voûte avec des mosaïques, mais les icônes, c'est un peu différent. Les icônes, il dit, les icônes, c'est fait pour plaire à Dieu. Les icônes, c'est fait pour plaire à Dieu. Voilà. Hein, mais c'est compliqué comme histoire quand même. C'est pas si simple que ça. Parce que Dieu lui aussi, il la regarde, cette icône. Hein. Elle est censée plaire à Dieu. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le peintre joue sur le désir de Dieu. Hein. Mais dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre, hein, puisque c'est la création du monde, hein, le livre de la Genèse, eh bien, il y a ce que Lacan le cite, hein, vous l'avez, page 128, hein, il cite une phrase hébraïque, le Zelem, décidément, Z-E-L-M, Elohim, Zelem Elohim, qui veut dire tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Mais Lacan dit ceci, mais il y a un Dieu qui n'aime pas ça. Il y a un Dieu qui n'aime pas ça. Dans le deuxième commandement du décalogue, c'est-à-dire dans les tables de la loi de Moïse, que Moïse a donné les 10 commandements, que Moïse a donné que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï, hein, vous voyez, il a donné ça. Et dans le décalogue, eh bien, il y a un commandement qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Donc là, il y a une espèce d'interdit qui est posé par le deuxième commandement du décalogue à produire des images, y compris des icônes. Donc c'est pour ça que Lacan dit il y a un Dieu qui n'aime pas ça. Il y a un Dieu qui n'aime pas ça. Et il rajoute, dans l'islam, on trouve aussi la notion d'anicomie. D'aniconisme. C'est-à-dire qu'il est interdit de représenter Mohamed, par exemple, il est interdit de le représenter. Pourquoi? Eh bien parce que s'il est représenté, il y a un risque d'idolâtrie. Voilà, c'est la raison première. Après, d'autres sont greffés là-dessus. Après, c'est une histoire plus compliquée, mais bon, au départ, c'est quand même ça. Hein. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de représentation qui pourrait provoquer l'idolâtrisme.
Et dans le deuxième commandement du décalogue, c'est la même chose d'ailleurs, hein. C'est pareil. Hein. Donc, oui, alors, le décalogue, ça a été donné à Moïse au moment où, vous savez, où Moïse a pris tous les Hébreux avec lui quand ils étaient en Égypte, où ils étaient maltraités, ils étaient traités comme des esclaves en Égypte. Et il a dit, on s'en va vers là, on va s'en aller vers la terre promise. Et ils sont partis dans le désert du Sinaï, justement. Ils ont traversé la mer Rouge qui s'est écartée, vous savez, hein, devant eux. Donc, ils ont pu la traverser comme ça. Et pour arriver en terre promise, en terre sainte, la terre des Hébreux. Les Hébreux qui sont les Juifs, on appelait les Hébreux avant, maintenant on les appelle les Juifs, on appelait les Hébreux à cette époque-là. Alors oui, c'est ça. Il dit, Lacan dit, page 128, il dit, si Yahvé, c'est-à-dire Dieu, hein, ça veut dire Dieu, hein, justement en langue hébraïque, hein, Yahvé, I-A-V-E-H. Si Yahvé interdit aux Juifs de faire des idoles, ou des icônes si vous voulez, c'est parce qu'elles pourraient plaire aux autres dieux. Donc il ne s'agit surtout pas de plaire aux autres dieux, vous voyez. Il faut pas. Donc il vaut mieux ne pas le faire, quoi, voilà. Et puis après, alors Lacan nous embarque, page 129, à Venise, au Palais des Doges. Au Palais des Doges, parce que il veut toujours nous parler du regard, et notamment du regard de Dieu. Et donc, dans le Palais des Doges, je ne sais pas si vous l'avez visité, le Palais des Doges. Moi, je l'ai visité plusieurs fois, mais vous, sans doute aussi, j'imagine, beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de peintures dans le Palais des Doges. Hein. Il y a aussi l'Accademia à Venise, qui est un musée très célèbre. Mais dans le Palais des Doges, il y a beaucoup de peintures, et notamment de très grandes peintures, notamment des peintures de Tintoret. Il y a beaucoup de Tintoret, que moi, j'apprécie pas tellement, mais enfin, ça, c'est mon goût personnel. Il y a beaucoup de tableaux de Véronèse, par contre, là, c'est autre chose. Véronèse, il y a des tableaux de Vicentino et de Tiepolo, surtout. Il y en a d'autres aussi, hein, mais les 4 principaux, c'est quand même ça, hein, dans le Palais des Doges. Et donc, Lacan parle de la bataille de Lépante. La bataille de Lépante, qui a eu lieu, alors moi je connaissais pas la date, mais je l'ai là, elle a eu lieu en 1571 dans le golfe de Patras. Patras, c'est une ville de Grèce, hein. C'est une ville qui se trouve à l'est de la Grèce et qui est en face de Brindisi, qui est en Italie, qui est à l'ouest de l'Italie, hein, de la Botte. Patras et Brindisi sont face à face. Et dans le golfe de Patras, eh bien, a eu lieu la bataille de Lépante, c'est-à-dire c'était la Sainte Ligue de Pie V, le pape Pie V, et c'était les Espagnols avec les Vénitiens, avec les Génois, avec la Savoie aussi, puis d'autres, contre les Ottomans, Et finalement, eh ben, c'est la Sainte Ligue qui a mis la pâtée aux Ottomans. C'est comme ça, hein. C'est l'heure? Oui, c'est presque l'heure, Et il faut regarder, parce que Véronèse a aussi peint la bataille de Lépante. Simplement, la bataille de Lépante de Véronèse, elle n'est pas au Palais des Doges, elle est à l'Accademia. Donc, si vous voulez voir le tableau dont parle Lacan, de Vicentino, il est au Palais des Doges, et il représente effectivement Dieu. On voit le ciel avec Dieu, des anges, des saints qui sont là, ses apôtres peut-être aussi, et en dessous, on voit le chaos de la bataille de Lépante. C'était un effroyable chaos, hein, la bataille de Lépante. Hein. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, merci. Et donc, on voit Dieu qui regarde d'un œil un peu réprobateur quand même, hein, cette bataille, ce cafouillis effroyable de sang qui se passe sous les nuages, sous ses yeux. Et donc, là, Lacan dit, c'est le regard de Dieu, voilà. Et c'est le regard tout court, hein, voilà, qui regarde les hommes. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu par rapport à un chapitre vraiment très, très difficile, hein. Très, très difficile. Et si vous n'avez pas tout compris, je peux vous comprendre. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les Ménines. Je vais en parler la prochaine fois. J'ai pas le temps. Les Ménines. Oui. C'est un tableau où le peintre est en train de se peindre lui-même dans le tableau. En train de peindre le tableau. Enfin bon.